heureuse de vous retrouver pour ce nouveau numéro de votre magazine Femmes. Comme toujours, nous recevons une femme sur ce plateau. C'est une femme à plusieurs casquettes. Madame, messieurs, vous l'aurez à la découvrir, mais je donne quand même, bien sûr, certaines de ses qualités. Elle est HR, elle est Quality Manager chez Jarlso, une entreprise d'un groupe norvégien. Elle est candidate à la députation nationale. Elle œuvre également dans le social à travers la fondation Lasbel Ajuda, dont elle est présidente et fondatrice. Madame Jacqueline Moulamba, bienvenue à ce magazine Femmes. Merci beaucoup, Madame Feza. Alors, je le Bonjour. disais tout à l'heure, merci. Vous avez plusieurs casquettes. On aura certainement à découvrir tout ce que vous faites dans la vie, peut-être pas tout, mais une partie de ce que vous aimeriez faire. Et je disais que vous étiez candidate. On va y revenir peut-être au cours de cette émission. Mais d'abord, lorsque vous êtes sur ce plateau, le fait qu'on soit dans l'émission Femmes, être une femme congolaise, ça renvoie à quoi pour vous? Une femme congolaise, on va retourner d'abord dans notre culture. Je pense qu'une femme, quelle est la place qu'elle a? C'est la maman. Qu'est-ce qu'elle a comme responsabilité? C'est l'éducation. Elle s'occupe de la maison, de son ménage. Ça, c'est, je dirais, le côté culturel. Mais je pense qu'aujourd'hui, les choses ont été évoluées et les réalités socio-culturelles font que, ou plutôt, je dirais, socio-économiques, font qu'aujourd'hui, la femme est obligée aussi de sortir parce qu'elle doit participer au ménage, elle doit travailler. Au nom de la parité, de l'émancipation? Bon, au nom de plusieurs choses. D'abord parce qu'il y a les besoins qui se ressentent, parce que juste monsieur qui travaille et madame reste à la maison, certains le font encore, hein, et c'est toujours une bonne chose parce que de toute façon, ce qu'elles font à la maison, c'est aussi un travail à plein temps. Une femme qui travaille à la maison, elle ne fait, c'est pas qu'elle n'a rien à faire. Il y a les beaucoup femmes ménagères. Les femmes ménagères, elles sont à saluer. Donc, il y a beaucoup de choses à faire. Elles ont des grandes responsabilités. Et celles qui sortent pour travailler à l'extérieur, aujourd'hui, il y en a de plus en plus, soit par nécessité, soit juste parce que justement, elles préfèrent pour son épanouissement personnel. Mais je pense que c'est plus par nécessité aujourd'hui, pour pouvoir compléter si elle est en couple et quand elles ne sont pas en couple, justement pour subvenir à ses propres besoins ou aux besoins des enfants. Tout à fait. Vous avez quand même décrit cette femme de manière générale dans la société, mais le fait que vous soyez une femme dans le social à travers votre ASBL, ça veut dire que vous croisez tous les jours différentes catégories des femmes. Quel est le regard que ces femmes vous donnent? Qu'est-ce que vous lisez en elles, en fait, quand vous regardez de manière générale la femme congolaise? Alors, j'ai effectivement la possibilité de rencontrer des femmes de différents niveaux. Oui, surtout que vous êtes aussi HR, donc Oui. dans les entreprises. On a la femme, je dirais aujourd'hui, de la classe haute, qui a très peu, ou la classe moyenne, comme vous et moi, qui travaillons, on arrive quand même à avoir un niveau de vie raisonnable. Généralement, ce sont des femmes, on a dans les regards une certaine satisfaction. Elles se sont battues, elles ont étudié et aujourd'hui elles sont équilibrées. Elles sont équilibrées. Équilibrées, ça c'est bon. C'est relatif. Ça reste relatif, ça reste une histoire personnelle. Oui. Parce que l'équilibre ne vient pas que du travail. Il y a aussi la vie familiale et tout qui fait pour faire un équilibre. Mais du moins, elles participent, elles sont fières parce que elles s'épanouissent dans leur carrière. Donc il y a ces femmes-là, on voit une certaine fierté d'arriver à quelque chose. Et puis il y a les femmes que je rencontre justement dans les cadres de mes activités sociales. Il y a différents types de regards. Il y a des regards qui font très mal quand on voit une maman qui voit son enfant mourir parce qu'elle n'a pas le moyen de lui payer des médicaments. C'est flagrant quand même. C'est flagrant, c'est dur, c'est pas facile. Quand on voit une femme qui vous dit ou qui s'est mis à genoux pour vous remercier parce que vous lui donnez ne fût-ce qu'un 3 000, un 4 000, parce qu'elle dit c'est tout ce qu'elle a pour pouvoir nourrir ses enfants, c'est terrible. Ça fait mal. Ça fait mal de voir. Il y a quand même un grand écart entre cette classe moyenne et ces femmes rurales ou ces femmes qui se débrouillent pour vivre au quotidien. C'est quand même une grande disparité. Une très grande disparité qu'on doit essayer de réduire parce qu'il n'est pas normal que quelqu'un sorte le matin et qu'il ne sache pas si le soir
elle va pouvoir ne fût-ce que faire bouillir une marmite pour ses enfants. Et qu'est-ce que vous apportez à ces femmes? Au-delà du fait que vous pouvez leur donner quelque chose, qu'est-ce que vous apportez de plus? Qu'est-ce que je leur apporte? J'essaye de plus de les éduquer à devenir autonomes. Donc, parmi nos activités de Ajuda, Ajuda avait commencé plus dans les cadres des orphelinats. Et Oui. puis après, on s'est dit, bon, ben, on va aller dans autre chose aussi. On soutient des centres de santé, on soutient des jeunes avec des formations, de l'éducation. Mais les femmes, spécialement les mamans qui sont à la périphérie, et qui ont très peu de moyens, nous sommes entrés maintenant, enfin, nous avons commencé il y a déjà un bon bout de temps, dans un système de microcrédits. Parce qu'elles ont eu peur d'aller à la banque, mais on pouvait pas non plus les laisser dans Oui, la dans banque dans avec les gages, ça marche Et pas. exactement, Et elles puis, il faut ont toute une éducation oui, financière. mais elles ont vraiment eu une très mauvaise, apparemment, souvenir, de très très mauvais souvenirs de certaines institutions de la place où ils ont eu à donner des microcrédits et ça s'est mal terminé. Donc, elles n'en veulent pas. C'est vraiment difficile d'arriver à les décider. Avec nos petits moyens, ce que nous faisons, c'est des microcrédits à 0% de taux d'intérêt. Qu'est-ce qu'on fait? On essaye de travailler sur la communauté. On ne donne pas des microcrédits par des individus. On entre dans une communauté, on essaie de voir cette communauté travaille avec quoi. Qu'est-ce qu'elle peut, avec quoi elle peut travailler. Donc, on crée cette communauté, on forme les personnes et là, on sélectionne quelques mamans. On n'a pas le moyen de donner des crédits à tout le monde. Donc, on injecte une somme d'argent qui va rester dans cette communauté, qui n'en sortira jamais. Et donc, Ça veut dire que vous avez beaucoup de moyens quand même. Non, pas du tout, pas du tout. Vous avez des Très partenaires. peu de moyens, mais avec le peu de moyens. Injecter de l'argent sans récupérer. Non, on ne récupère pas ça, mais l'idée c'est quoi? On a quelques partenaires, très peu pour l'instant. On espère pouvoir en avoir un peu plus, mais c'est pas des très grosses sommes. On arrive dans une communauté, par exemple, on sélectionne 10 mamans. Vous savez qu'avec 20 000, 30 000, 40 000, 50 000, une maman peut commencer une activité. Des affaires. Et donc, on fait ça. Et on essaye de faire un recouvrement journalier pour que ça ne pèse pas sur elle. Est-ce qu'il y a des réponses assez positives? Ben, jusque-là, oui. Celles qui ont commencé, elles ont remboursé. Et donc, cet argent, une fois qu'elles remboursent, il y a un responsable de recouvrement et on réinjecte. Toujours dans la même communauté, on choisit une deuxième liste de mamans. On donne la priorité à la première liste à des mamans qui ont déjà su faire une activité et pour des raisons X, elles n'ont plus pu avoir de moyens parce qu'elles ont déjà l'expérience. Et donc, on demande aux autres de suivre le mouvement. On sélectionne certains produits qui sont très faciles à vendre et qui se vendent tous les jours. Et donc, sur base de ça, on fait une deuxième liste, une troisième liste. L'idée, c'est vraiment du social communautaire. C'est ce qui n'existe pas. Moi, j'ai eu la chance de vivre 10 ans au Brésil et ça m'a permis de voir c'est quoi les communautaires. Le social communautaire permet à la communauté de se développer. Essayez de donner aujourd'hui 10 000 francs à une dame parce qu'elle est pauvre, elle n'a pas le moyen, mais demain, vous allez lui donner quoi? Vous ne pouvez pas revenir chaque fois à donner. Nous, on n'a pas ce moyen. En tout cas, moi, j'ai pas ce moyen-là. Donc, le peu de moyens, on injecte. Et on essaye, à travers ça, inculquer aussi l'essence communautaire, l'essence de l'amour pour le prochain. Donc, la maman qui reçoit... Ça, c'est quand même un point important. C'est ça qui est très important, qui nous manque. La maman qui reçoit, on lui dit, attention, derrière toi, il y a d'autres mamans. Ça veut dire d'autres familles qui vont dépendre de la manière dont toi, tu vas fonctionner. On leur donne un laps de temps, généralement une semaine, quand elles commencent l'activité pour qu'elles s'adaptent, etc. Et puis, au bout d'une semaine ou 5 jours, ça dépend, elles commencent à rembourser un petit montant, journalièrement. Dès que c'est fini, on passe une deuxième liste. Et quand ça sera terminé, dans cette communauté-là, parce qu'elles auront appris à vivre les uns avec les autres, cet argent servira à autre chose, éventuellement à aider dans un centre de santé ou alors un centre de formation, parce que ça fait aussi défaut, surtout dans la périphérie. Surtout dans la périphérie, l'éducation est quand même importante pour le développement, l'épanouissement de chacune de ces femmes. Mais en parlant justement de ce que vous avez eu à évoquer tout à l'heure, vous n'allez pas me dire que tout a été rose. Il y a eu quand même des femmes aussi qui n'ont pas pu rembourser. Non, tout n'est pas rose. D'abord parce que elles peuvent se retrouver dans une difficulté quelconque. Ça arrive à tout le monde.
même les gens qui font des grands business, à un moment donné, ça peut arriver. On essaie de pallier. Comme c'est pas des très très grands montants, si ça arrive, bon, on essaie de voir comment la relever. Le plus important, c'est qu'elle ne tombe pas. Donc, il faut l'accompagner. D'où les remboursements journaliers est plus important. Parce que si on lui dit, OK, vous remboursez le montant à la fin du mois, elle n'y arrive pas. Parce que si elle doit commencer à mettre de l'argent en dessous de son matelas, etc., ou même dans, je ne sais pas, les jours où elle a un enfant qui tombe malade, elle va sortir. Elle va dépenser. C'est normal. On est maman, on va pas laisser mourir son enfant alors qu'il y a l'argent qui est là. Où il y a on a tellement des matangas dans nos familles aujourd'hui. Donc, pour éviter ce genre de choses, on essaye journalièrement. Petite somme, mais elle le rembourse. OK. Oui. Et quand vous faites un diagnostic sur la situation de la femme de manière générale en République démocratique du Congo, qu'est-ce que vous relevez comme réel problème et quelles sont les solutions que vous proposez pour essayer de relever encore davantage? On ne va pas dire que la femme congolaise, il n'y a pas que celle qui souffre, celle qui n'a pas étudié. Le tableau est quand même assez varié. Mais qu'est-ce que vous relevez comme problème et solution pour la femme? Les gros problèmes, je pense, c'est surtout l'éducation. Ça continue à être l'éducation parce que pour moi, l'éducation est mélangée avec la culture. On a des filles qui vont à l'université. Elles y vont sans vraiment savoir pourquoi elles vont à l'université. Il y a celles ils se disent, OK, moi je vais devenir ça, ça, ça. Donc elles y vont, elles se préparent pour une carrière. Mais il y a celles qui y vont parce que les parents disent, non, il faut absolument que la jeune fille puisse étudier. Donc elles y vont, mais elles ont juste une idée arrêtée, c'est un jour de trouver un mari. C'est une très bonne chose. Parce que de toute façon, il faut continuer il faut se marier, faire des enfants. Vous dites quoi, le mariage, c'est pas une finalité, selon vous? En tout cas, pour moi, le mariage n'est pas une finalité. C'est très important parce que ça permet de rencontrer, si on a la chance de rencontrer l'âme sœur, de s'épanouir, d'avoir des enfants, de créer un foyer. Mais elles ne doivent pas aller à l'université avec l'idée de trouver un mari là-bas. Elles doivent y aller pour apprendre et pour pouvoir devenir autonomes. Mais qui doit lui dire tout ça? À la base, c'est cette maman qui l'éduque. C'est la maman qui éduque, mais est-ce que la maman, elle a le bagage pour passer ces messages? Moi, par exemple, ma mère a eu à m'élever, mes parents étaient déjà divorcés. Donc, j'ai eu l'exemple. Ma mère, elle était institutrice, donc j'ai vu, elle a travaillé. Donc, moi, j'ai à travailler. Et aujourd'hui, ma fille sait qu'elle fait des études, elle va travailler, elle a des projets et tout. Donc, c'est important. C'est aussi une histoire de qu'est-ce qu'on passe à ses enfants comme éducation. Quand je parle d'éducation, ce n'est pas uniquement l'éducation au niveau académique ou scolaire, oui. mais c'est aussi ce qu'on passe comme culture à nos enfants. C'est pourquoi on dit toujours qu'éduquer une femme, c'est éduquer toute une nation. Exactement, ça englobe un peu tous ces faits. Elle est le socle de l'éducation. Une femme qui est détruite, c'est difficile. C'est difficile. Alors qu'on a plusieurs femmes détruites. Justement, là, j'allais aller dans un autre point où vous disiez quels sont les problèmes qu'on rencontre. Il y a la partie éducation, mais il y a aussi toutes ces femmes qui sont dans des zones à conflit, qui connaissent notre pays depuis des décennies. Ces femmes, elles sont détruites parce qu'elles ont subi des violences et malheureusement, certaines n'arrivent pas à reprendre le dessus. D'autres, parce qu'elles arrivent à entrer dans une structure où on les récupère, on les rééduque. Il y a aussi la société, les regards de la société. Beaucoup de ces femmes, spécialement à l'Est, qui sont énormément rejetées. Oui. Elles n'ont pas demandé à être violentées. Elles ont été violentées, on leur a pris leur dignité et quelquefois, la société les rejette. Elles se retrouvent enceintes, elles se retrouvent malades. Donc, c'est très difficile. C'est vraiment difficile. Et ça, il faut vraiment qu'on en prenne conscience. Nous, on est très loin de ces conflits, mais ça existe et on ne doit pas oublier ça. On ne doit pas oublier et surtout, il faudrait que les femmes participent davantage à la résolution des conflits parce que ce sont elles les premières victimes, n'est-ce pas? Exactement, parce que, par exemple, dans les protocoles de Maputo, la RDC avait, dans la ratification, elle avait opté pour la campagne zéro tolérance envers les auteurs de violences contre la femme. Mais où est-ce qu'on en est? Est-ce qu'à un moment donné, on s'arrête, on fait le point? Je n'ai pas l'impression. Parce que il y a, même ici dans la ville, moi, je côtoie des mamans qui travaillent avec justement dans ces centres où on recueille des jeunes filles qui ont été violentées et tout. Vous savez que malheureusement, certains conflits ne sont résolus qu'au niveau familial.
La famille, on vient voir la famille, on dit Oui, mais non, parce que c'est il un faut pas. sujet tabou. C'est d'abord un sujet tabou. Oui, au Des niveau de la famille, c'est une honte. oui, c'est une honte, mais on ne doit pas avoir honte d'avoir été violentée. C'est pas de notre faute. C'est pas juste. La femme ne doit pas porter ça comme une honte. On trouve des jeunes filles qui se dévergondent dans la rue, on en rigole dans toute la ville, on en a fait sur WhatsApp, sur les familles Ojana, on trouve ça normal, mais quand une jeune fille qui n'a rien à voir avec ça, qui est digne et qui s'est fait violenter. En parlant de Diana, on peut ouvrir une petite parenthèse. Vous êtes quand même un leader dans la société. Quel est votre point de vue sur ces phénomènes qui avaient pris de l'ampleur, surtout pendant les vacances à Kinshasa? Après, on va revenir sur les questions des violences. Je pense que les personnes, d'abord, il y avait à un moment donné, je suis tombée sur des choses sur WhatsApp où il y avait des endroits où on faisait des activités où on disait la fille devait venir sans soutien, sans ceci. Je trouve ça inadmissible. Inadmissible. Mais qui la faute? S'il y a un relâchement. Les pires, c'est que on a effectivement à un moment donné l'autorité de la ville a dû réagir, mais je trouve qu'elle a mis du temps parce que les vacances scolaires c'était 2 mois et 2 mois toutes ces choses ont circulé. Aujourd'hui, les réseaux sociaux, ça va à une vitesse. C'était de manière tacite avant, c'est après que. Mais c'était de manière tacite, mais est-ce qu'on a le droit de laisser dans un établissement que les jeunes filles puissent se dévoiler comme ça? Et ça dure pas, ça n'a pas commencé maintenant, pendant les grandes vacances. Pas commencé maintenant. Moi, j'ai vu des images pendant les journées de la femme à Lemba où les filles, elles étaient en train de se déshabiller et les gens rigolent. On ne devrait pas rigoler. Mais ces antivaleurs prennent les dessus de plus en plus. Les antivaleurs prennent les dessus. Pourquoi? Ça, c'est la question. Voilà. Qu'est-ce qui se passe? Au début, on va nous dire oui, parce qu'elles ont faim. Est-ce qu'on a besoin de se prostituer parce qu'on a faim? Est-ce qu'il n'y a pas moyen de travailler? On peut travailler comme une bonne, comme nounou, comme je ne sais pas quoi. Pourvu qu'on trouve ce travail. Et puis, au départ, ok, on le fait soi-disant pour manger. Mais quand on commence à aller dans le luxe, de s'acheter les cabellos, de s'acheter des téléphones de luxe, des marques qui coûtent 1000, 2000, est-ce qu'on est encore dans la nécessité de manger? Et elles n'ont pas honte d'aller se balader, de dire, moi, je suis Ojana. Je devrais dire à ces jeunes filles, elles ne devraient avoir honte. Ces corps qu'elles exhibent comme si c'était des trophées, ce n'est pas à exhiber, premièrement. Deuxièmement, à n'importe quel moment, ces corps-là, elles l'auront plus. Ça, c'est vrai. Et quand elles s'exhibent et qu'elles se donnent à 1000 hommes, quelle est la finalité? Aujourd'hui, elles ont 20 ans. Demain, elles en auront 30, 40, 50. Mais ce n'est pas seulement de leur faute, madame. Il y a les parents, il y a l'État, il y a la société, il y a l'environnement. Il y a un relâchement à tous les niveaux. Comment vous êtes parents? Moi, je ne pouvais pas ramener quoi que ce soit chez moi à la maison sans que ma mère me demande d'où ça vient. Ma mère contrôlait ma chambre, mes tiroirs. Moi, j'ai une fille, j'ai contrôlé sa chambre, j'ai contrôlé ses tiroirs. Oui, parce que vous étiez en mesure de la prendre totalement en charge. Pas nécessairement. Moi, j'ai allé à l'école pieds nus, Madame César. Dieu m'a aidée, je suis là où je suis aujourd'hui. Donc, c'est pour ça que je suis contre ça. Je connais c'est quoi la faim. Vous êtes contentée de ce que vous aviez? Parce que l'éducation des bases ne pouvait pas me permettre, ma mère ne pouvait pas me laisser parler à un garçon à côté ou quoi que ce soit, même quand on mourait de faim. Je ne pouvais pas ramener même pas un petit échantillon vous savez, les petits parfums là, Avon, je me rappellerai toujours une copine. J'ai vu une copine à l'école, je devais être en 6e secondaire ou première secondaire. Une copine dont la maman, je crois, faisait du commerce et tout, donc elle recevait des échantillons. Je me rappellerai toujours. Elle m'a donné un tout petit échantillon des Avon. J'ai amené à la maison, j'ai mis dans mes affaires, et un matin, pendant que je préparais pour aller à l'école, ma mère m'a trouvé avec à la main. J'ai ramassé des claques. Elle a voulu savoir qui m'a donné ces parfums. Elle en plus, un parfum. Oui. Quoi de plus normal? Un petit échantillon. Échantillon. Donc, c'était pas un flacon, échantillon. Elle a obligé cette copine à revenir. Et elle a appelé ses parents en disant, je ne suis pas d'accord. Je ne suis pas d'accord. Non, mais mais depuis là, qu'est-ce qui a changé? La question, c'est qu'est-ce qui a changé depuis là? Oui. Moi, je viens pas d'une famille riche. Mais qu'est-ce qui a changé depuis là? Comment est-ce qu'un parent peut trouver ça normal que c'est la fille qui nourrit? C'est vrai qu'on on est passé d'une certaine pauvreté à aujourd'hui dans une grande misère.
Dans certaines familles, Oui, c'est c'est la vraiment la misère. misère. C'est ce qui explique ce Moi, relâchement d'une part. c'est vrai que c'est un relâchement quand un parent n'a plus d'autorité parce qu'il n'arrive plus à nourrir, il l'offre juste un toit. C'est vrai que c'est très difficile. Mais il faut qu'on reprenne les choses en main. Il faut qu'on reprenne parce que c'est cette fille ou Jana ou ces jeunes garçons qui est une mère dans le futur, qui est un père pour le futur. Comment renverser Alors, justement cette comment, tendance? cette tendance? Bon, d'abord en reprenant, les autorités doivent prendre les mesures qu'il faut. On doit essayer au niveau social de relever les parce que le problème social, il est très grave. On Ça, a ce beau sont des vivre solutions à long terme, madame. même à court terme, il y a moyen. Ce que moi je fais, madame, c'est pas du long terme déjà. Vous On faites travaille pour sur un du long terme, échantillon c'est du long terme, assez réduit. mais on le fait déjà du court terme parce que quand on donne un petit moyen à une dame qui n'a rien, le soir, elle peut rentrer, ne fût-ce que pour donner à manger à ses enfants. C'est déjà quelque chose, au lieu qu'elle sorte mendier. Mais vous n'allez pas donner des On solutions à n'arrivera, tout le on ne va monde. pas, on ne pourra pas sauver tout le monde. Oui. On n'a pas de solution pour tout le monde, mais on a un pays qui est riche, potentiellement riche. Donc, Ça, c'est il un est temps. slogan finalement. Ce n'est pas un slogan, c'est la réalité. Sinon, on aurait vécu Non, autrement. non, c'est la réalité. Si à un moment donné, il y a eu les francs congolais valaient, comment, 2 dollars valaient 1 franc congolais, donc on a la terre. Il n'y a pas que le sous-sol. On a tous tendance à aller dans les mines. Mais on a l'agriculture qu'on a délaissée. Pourquoi on a délaissé? Pourquoi on ne peut pas produire à grande échelle? Est-ce que c'est normal qu'on arrive à importer de la pomme de terre de Chine, des l'ail de Chine? Qu'est-ce qui nous manque pour produire ça ici à grande échelle? Chacun fait des petits champs, mais est-ce qu'on ne peut pas maintenant se mettre Ça dans demande l'agro? toute une politique, hein. Exactement. Maintenant, donc, j'appelle à nos dirigeants de mettre un peu plus en avant et pas faire juste une chose, mais de le faire à grande échelle et partout. Ça, c'est une première chose. Mais aussi travailler sur les infrastructures. Parce que vous allez arriver dans des coins où les gens produisent, mais ils ne savent pas comment écouler la Évacuer. Et c'est marchandise. ce qui arrive Et donc, ça, c'est maintenant. un sérieux problème. Donc, il faut absolument qu'on investisse dans l'infrastructure. Et l'État n'est pas obligé de tout construire. Dans d'autres pays, on invite des investisseurs qui viennent construire des routes qui sont payantes. Il y a des pays tout petits, comme la France. La France, c'est un petit pays à côté de je veux dire de la RDC, mais toutes leurs autoroutes sont payantes. Même l'Afrique du Sud aussi. Voilà. Donc, c'est aussi une possibilité. Pourquoi on ne met pas ça en place? On avait le train aujourd'hui. Quels sont les trains qui fonctionnent encore? Selon vous, tout est à refaire apparemment. Je dirais, on doit prendre conscience de ce qui ne va pas. La politique est critiquée, moi je suis pas d'accord avec ça. Je suis contre ça parce que c'est comme un enfant qui veut critiquer ses parents. Un jour, il va devenir parent, il va se rendre compte que les réalités ne sont pas toujours aussi faciles. Donc moi, je suis pour, on analyse qu'est-ce qui ne va pas, on s'assied, on trouve des solutions et on arrête d'être égoïste. Apparemment, cette étape des solutions se tire en longueur parce que ça fait quand même un bout de temps, de vous à moi, consciemment, on se rend compte que ça ne va pas. Il y a des choses qui ne marchent pas. D'où l'amour de notre pays est important, l'amour de notre peuple est important. Est-ce que le Congolais est assez patriotique? Parce qu'on a trop tendance à dire Congo, 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 on ne veut pas des étrangers, on critique. Mais est-ce que nous-mêmes, Congolais, on aime suffisamment? Moi, je connais en brousse des gens, des missionnaires ou des gens, des volontaires qui ont quitté leur pays, quel que soit leur pays, et qui sont venus travailler, s'investir en n'apportant pas grand-chose, juste leur travail, à des pauvres. Et depuis des années, ces gens sont venus jeunes, ils ont vieilli. Ça fait 20 ans, 30 ans que je les connais. Est-ce que ces gens-là n'aiment pas plus que nous, à la limite, les pays? C'est là où on doit se poser la question. Quand les gouvernements défalquent ou sortent une certaine somme d'argent et que ça s'est dilue, au lieu d'arriver jusque là où le chef a demandé, ça disparaît. On dit on va construire une route. Et après la route, tout on fait retombe ça. sur le chef. Oui, on fait ça de couche. C'est quoi l'histoire? Et vous, les femmes, vous pensez que si vous étiez, par exemple, majoritaire dans la gestion, ça marcherait? Moi, j'ai tendance à croire que
J'ai tendance à Moi, croire non. que oui. Pourquoi? Ah, Vous faites pas confiance aux femmes. malheureusement, je ne sais pas trop répondre à cette question, Mhm. mais l'expérience a quand même démontré qu'il y a certaines, pas toutes les femmes, il y a des femmes qui Mhm. ont bien géré, Mhm. et il y a d'autres aussi qui ont Bon, je failli. pense qu'il y a comme partout. Il y aura toujours de bonnes personnes et des moins bonnes personnes, Oui. des qualifiés et des non qualifiés. D'accord? Moi, je pense que la femme, qui est, pour peu qu'elle soit consciencieuse, elle a tendance à se dire, OK, si ça va mal, on va la critiquer. La femme, même si elle doit voler, elle volera pas des millions et des millions. Je pense. Ça, c'est Mhm. mon point de vue. Ça Oui, n'engage que moi. parce qu'elle a un cœur de mère. Il y a ça. Mais il y a aussi des femmes qui sont méchantes. Ça, On va essayer de rêver dans cette émission. oui. La République démocratique du Congo est majoritairement composée des femmes. Mhm. Aujourd'hui, imaginons que l'Assemblée nationale soit majoritairement composée aussi des femmes. Et à la tête de cette assemblée, j'ai par exemple Madame Jacqueline. C'est quoi vos priorités, par exemple? La priorité, c'est d'abord arriver à faire comprendre à la femme. De un, elle ne doit pas être jalouse de l'autre femme. On dirait Parce que que c'est ce ça, qui c'est vous le grand casse. problème. C'est Ça, ce qui c'est vous un casse dans problème. cette Ça, bataille c'est les électorale. grands problèmes. Les femmes, elles ne savent pas se complimenter. La femme, elle est jalouse de l'autre. Ça coûte quoi? Je pense que Quand c'est plus les l'autre femmes fait un congolaises bon d'ailleurs. travail, Mhm. de complimenter et de nous réunir pour faire quelque chose de mieux. C'est la première des choses. Il faut vraiment éduquer la femme à se dire, si on se rassemble avec un bon idéal, on peut arriver à faire des belles choses. Est-ce que ce Donc, rêve pourrait être une réalité dans les années à venir? je pense qu'on doit travailler sur notre culture parce que je reviens encore au protocole des Maputo. Okay. Est-ce que vous savez qu'il y a quelques pays africains qui y arrivent? Oui. On a Au Mozambique, par exemple. en 2015, on a recensé dans les 20 pays où il y a eu le plus de femmes au Parlement. Vous serez étonnés. Nos voisins ici, les Rwandais, aujourd'hui, ils ont plus de 63% des femmes Au au Parlement. Mozambique aussi, 63. l'administration est dominée par les Le femmes. Mozambique a été un pays qui a souffert de la guerre comme l'Angola. L'Angola, le Mozambique, l'Afrique du Sud. Qu'est-ce qu'on a encore d'autre? Le Sénégal. Et aujourd'hui, l'Éthiopie. D'ailleurs, l'Éthiopie vient, il y a 3-4 jours, à nommer Une femme la première femme présidente. présidente. C'est vrai que c'est un titre honorifique, mais c'était pas parce qu'on l'a parachutée là. C'est Non, une femme qui a un parcours. elle au le niveau- mérite. Elle le mérite. Elle a été diplomate à des endroits, à différents endroits. Et l'Éthiopie aussi, à 50%, elle fait la parité. Qu'est-ce qui bloque chez nous? Moi, je pense déjà au niveau culturel, la femme elle-même, elle a peur. Elle a peur de se prononcer, elle a Parce qu'on peur lui de a faire. inculqué cette peur. Vous aviez parlé des pesanteurs culturels, c'est Voilà, normal. on a des préjugés. Des préjugés qui disent qu'une femme politique, c'est une femme légère, etc. Parce que Ce ça qui devient n'est une pas femme faux. publique. Est-ce que il y a une part des vérités Aujourd'hui, moi, je rentre dans dedans? la politique, moi, je dis non, c'est faux. Vous entrez à peine, Oui, Madame Jacqueline. j'entre à peine, mais je pense qu'il faut avoir des principes dans la vie. Quand on n'en a pas, on est toutes chrétiennes, on est toutes dans les églises, mais on fait plein de choses qu'il ne faut pas. Pourquoi? Mhm. Où sont les principes? On n'a pas de valeur qui nous détermine, qui nous caractérise à un certain moment, c'est ce que vous voulez dire. Ce que je vais dire, c'est le fait d'être femme ou d'être convoitée. On ne doit pas monter sur un piédestal. Il faut se dire, je dois faire plus. C'est pas parce que autour de moi, tout d'un coup, parce que j'occupe un poste ou X ou Y, je dois commencer à croire que non. Il faut rester simple. Quand on entre dans la politique, on a tendance à oublier quelque chose de très important. On est là pour servir le peuple. Et pas devenir madame, etc. et devenir inaccessible. Ça vaut pour la femme, ça vaut pour l'homme. Ça, c'est la première des choses. Deuxième des choses, le fait d'être convoité ne veut pas dire qu'on doit tout accepter. Mhm. Je vous donnerai l'exemple. J'ai vu sur, je crois c'était sur WhatsApp, des images d'une dame qu'on a nommée ministre au Tchad. Vous savez que le Tchad, il y a une partie, la partie la plus importante, elle est musulmane. Mais il y a des chrétiens. Et eux, dans leur constitution, on doit prêter serment en prononçant le nom de Allah. Mhm. Je ne sais pas si c'est dans la constitution ou pas, mais cette dame est arrivée, elle a dit au nom de Dieu. Elle n'a pas dit Allah. Parce que dans sa conviction, elle doit dire Dieu.
On l'a repris 2 fois et on lui a demandé de quitter. Au cas où elle ne dirait pas Allah, elle a quitté. Et finalement, je pense que elle a été rappelée. Pour ce que je sais, elle a été rappelée parce que elle a montré du caractère. Elle n'a pas lâché par rapport à ce qu'elle avait comme conviction. Je sais que c'est pas facile. C'est pas facile. C'est pas du tout facile parce Oui, que oui. quand on entre, la politique c'est aussi un monde de compromis. Mais il faut savoir jusqu'où s'arrêtent les compromis. Où on dépasse. Où est la limite? C'est pas toujours clair, c'est pas toujours évident, je pense. C'est pas toujours évident. On va finir cette émission. Madame Jacqueline, candidate députée, c'est vrai. Vous êtes déjà de plein pied dans ce processus qui tend vers sa fin. Sur quoi vous placez votre créneau par rapport à cette bataille, par rapport à vos ambitions, justement? Moi, je reste dans le social. L'éducation reste mon cheval de bataille. Je veux absolument qu'on se rende compte que le niveau, la qualité d'éducation au Congo a fortement baissé. Et ça affecte à tous les niveaux. L'éducation scolaire, académique, l'éducation de la vie de tous les jours, elle affecte à tous les niveaux. Quelqu'un qui prie et qui finalement n'a plus de valeur parce que l'éducation ne permet plus, qui prend ce qui ne lui appartient pas, au lieu d'aller donner ou payer ses fonctions, c'est mal. Le détournement des fonds. Le détournement des fonds, les copinages. On vous nomme et autour de vous, c'est vrai que vous devez avoir une équipe autour de vous, une équipe à qui vous avez confiance. Mais vous allez vous parachuter des cousins, des frères et des ceci et des cela, même quand ils n'ont pas de compétences. Mais c'est pas correct. Et c'est ça qui nous tue. On a besoin d'être entouré des gens de confiance. Mais vous ferez aussi la même chose aujourd'hui, ministre. Vous allez prendre vos cousins, vous allez prendre vos même les tantes qui viennent du village. Je suis désolée, madame. Non. Non. Je ne prendrai pas un cousin juste parce qu'il est cousin. S'il vient avec des compétences, il entrera dans la file comme tout le monde. Mais s'il n'a pas de compétences, parce que je voudrais, justement, que mon ministère, si j'ai un ministère, qu'il soit vraiment, qui se distingue. Et si je prends des gens qui ne sont pas compétents, mais je me discrédite je moi-même. vous prends au mot aujourd'hui. J'espère que... Absolument. On est le 30 octobre. Seigneur, faites que je devienne ministre. Qui sait? Et je vous poserai la même question pour savoir. On va même mener des enquêtes pour savoir si absolument. Vous avez tenu comme parole. Je dis, si la personne a les compétences, pourquoi pas? Parce qu'on a besoin d'être entouré par des personnes de confiance. Oui. Mais s'il n'a pas de compétences, madame, c'est dommage. C'est dommage. Donc, j'ai retenu que vous placez votre créneau dans le social. Il faudrait quand même renverser cette courbe qui a une très mauvaise tendance au sein de la population congolaise. J'espère, je vous souhaite bonne chance parce que notre souhait à nous, surtout par rapport à cette émission, toute l'équipe, est que les femmes candidates puissent quand même avoir occupé des places, non pas parce qu'elles sont femmes, parce qu'elles les méritent. Parce qu'elles ont des compétences. La méritocratie, et surtout que nous recevons beaucoup de femmes compétentes dans cette émission. L'on vous souhaite bonne chance. Madame Jacqueline, merci d'avoir répondu à nos questions. Merci beaucoup, Madame. Et merci à vous, chers téléspectateurs, de votre fidélité à ce magazine Femmes.